Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique de Alice au Pays des Merveilles, un film sorti en 1951, réalisé par Clyde Geronimi, Hamilton Luske et Wilfred Jackson, d'après le roman de Lewis Carroll paru en 1865 et de sa suite De l'autre côté du miroir, sorti en 1871. Il a été réalisé avec 3 millions de dollars, il dure 1h15 et je peux pas vraiment vous décrire ce qui se passe dans le film. C'est un grand voyage à travers des décors complètement fous, des rencontres de personnages complètement fous, d'une petite Alice, voilà, un petit voyage au pays des merveilles, au pays du rêve, de cet enfant qui va se perdre, qui va faire de formidables rencontres. C'est un peu un délire esthétique, c'est une œuvre très étrange, aussi bien le livre que le film, mais Walt Disney tenait beaucoup à l'adaptation, qui avait d'abord été envisagée en film à la manière de La Mélodie du Sud, qui mélangeait le réel et le dessin, mais finalement ça a été fait en dessin animé. Sachant que il y avait eu avant Alice au Pays des Merveilles une autre version qui a été fait en film, mais c'était un petit peu cheap. Donc voilà, le projet a été lancé, mais Disney voulait mettre tous les atouts de son côté pour produire un défi artistique. Le principal challenge, il était d'abord et surtout narratif, parce que il n'y a pas vraiment de progression scénaristique claire dans le livre. Et donc, l'adaptation, il fallait faire des remaniements. On présente un monde absurde, mais il fallait quand même faire un récit cohérent. Parce que, au final, c'est quoi Alice au Pays des Merveilles, en tout cas, ce qu'a donné le Disney, c'est une succession de petites scénettes qui se lient aussi bien qu'elles le peuvent, avec des décors changeants pour permettre de lier le tout. Mais le fil rouge pour Alice, c'est vraiment la recherche de ce lapin blanc qui a piqué la curiosité de la jeune Alice. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on commence avec un début dans le réel, réaliste, et nous entrons dans le rêve progressivement à travers un reflet d'eau et à travers une sorte de puits, de trou, dans lequel nous sombrons dans la folie visuelle et des situations. Ça a toujours été un moment assez effrayant pour moi, la scène du puits, avec un renversement des valeurs de l'espace. Mais c'était toujours une scène qui m'avait troublé, la scène du puits, parce qu'il y a un plan où on a le chat, je crois qu'il s'appelle Dina ou Tina, qui fait au revoir de la main comme ça, alors qu'on a un dézoom, et ce plan il m'a toujours terrifié. Mais toujours avec la voix d'Alice qui dit « Au revoir Dina !» Enfin, moi je suis toujours... dès que je vois ce plan, mais moi je suis tellement... voilà, là c'est vraiment lié à la peur de l'enfant, c'est la peur de... c'est le gouffre, c'est le vide, c'est... moi j'ai toujours détesté ce plan là, mais ça veut dire qu'il me provoquait des choses, ça veut dire que le plan était bien fait finalement, et chaque scène peut se concevoir comme un petit court-métrage à part entière. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup au passage Alice au Pays des Merveilles au Magicien d'Oz, qui était sorti en 1939. C'est une balade pour le moins mouvementée, dans une forêt qui est assez drôle, assez inhospitalière de temps en temps, avec des chiens balais, et des hiboux accordéons, et des canards klaxons. Alors ça c'était génial, les canards klaxons, j'ai adoré leur design et la façon dont ils font les bruits et tout ça. Alors les canards klaxons, moi je suis complètement fan des canards klaxons, je pourrais vous mettre toutes les images où ils apparaissent dans la vidéo, moi je suis trop fan des canards klaxons. À un moment elle se perd, voilà, et dans cette scène elle pleure et elle chante, et en même temps on ressentait vraiment la détresse, on saturait complètement dans le sombre, et après on a une ouverture vers l'extérieur. C'était pour moi une véritable bouffée d'air frais, et c'était vraiment, ça marchait vraiment. Il y a un absurde qui se développe à travers cette séquence, et après nous basculons dans quelque chose de plus rassurant pour rebondir de nouveau dans de l'absurde jusqu'au final, une course-poursuite complètement extravagante, un retour au réel qui est assez brutal d'ailleurs et assez effrayant en même temps. Elle regarde par la porte. Moi j'ai toujours détesté ce moment, parce qu'à un moment elle dit « Ah mais c'est moi et je suis endormie » avec un plan fixe. Et moi ça me toujours ultra effrayé. C'est un film qui m'a beaucoup effrayé quand j'y pense, qui m'a beaucoup fasciné. Il y a des très très bons passages, mais c'est vraiment des souvenirs laissés par la rêverie qui sont indélébiles pour l'enfant, parce que c'était des images très très fortes. Les personnages, s'il y a des trucs de fou dans cette Alice, il y avait normalement 80 personnages, ce qui était énorme.
Donc il fallait faire des suppressions et des fusions de propos tenus par certains personnages. Donc il fallait faire des mix avec Alice d'abord, une jeune écolière de l'époque victorienne qui subit beaucoup les choses d'ailleurs dans le film maintenant que j'y pense. Ce n'est pas un personnage sans défaut par rapport à ce qu'on peut avoir avec Cendrillon et tout ça. Là, elle est submergée par les défauts, même elle est surchargée de défauts. Et la femme qui est à côté d'elle, normalement c'est sa grande sœur, mais pour moi c'était sa mère. Oui, pour moi c'était vraiment la mère, parce qu'il y a cette idée de l'enfance et des parents qui viennent rassurer l'enfant un petit peu. Et lui dire que finalement on est bien dans le réel et qu'il faut arrêter de rêver. Et on a le chat d'Ina, c'était une reprise de Figaro, mais moi j'ai jamais vraiment aimé Figaro et j'ai adoré ce chat d'Ina. Moi je l'ai trouvé génial, comme ça tout rouge, je trouvais que c'était vraiment un design avec... Il fait miaou comme ça quand il essaie de répondre à Alice, c'était vraiment un super chat, tout mignon, tout doux. On a le lapin blanc qui est finalement un nom personnage parce qu'il n'a pas de nom vraiment. C'est une chimère que Alice poursuit indéfiniment et qui croise d'ailleurs à un moment le chapelier fou et le lièvre de Mars et la petite souris. C'est un super moment dans le film, complètement fou. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre et il y a la séquence où il commence à faire une tartine avec la montre. C'est toujours fasciné parce que c'était un moment où il y avait beaucoup de couleurs et en même temps j'aimais beaucoup des tartines, donc là on s'amusait à mettre du sel et à mettre du poivre et après cette confiture qui a une couleur absolument délicieuse dans le film. On a envie de prendre aussi de la confiture pour le coup. Et on a la reine, alors avec le balai de cartes comme dans Fantasia, exactement avec les chardons, là, la danse russe, et bien nous reprenons la même chose pour le ballet des cartes dans Alice au Pays des Merveilles. C'est assez semblable également à l'adaptation de Derrière le miroir en dessin animé avec Mickey qui avait été réalisé en 1936, que je vous conseille d'aller voir. Il est super ce court-métrage avec une reine, voilà, qui est complètement folle, qui a des crises de meurtre à la fois comique et antipathique quand on lui tranche la tête. C'est un ersatz de méchant en fait, une sorte de parodie avec le petit roi à côté. C'est l'homme très faible, comme c'est souvent le cas d'ailleurs chez Disney, qui est faible physiquement ou intellectuellement. Et la rencontre entre Alice et la reine de cœur est l'occasion pour Alice d'apprendre les règles de la politique et de la bienséance en monarchie, parce que ce film est aussi un film d'apprentissage et d'enseignement. La reine ayant un côté un peu stalinien qui évoque les procès de Moscou dans les années 30, dont le mot d'ordre était la sentence d'abord et le verdict ensuite, comme ce qui se passe dans la scène du jugement. On a également la chenille, qui est un peu la représentation de la pédanterie britannique, avec un dialogue avec la fumée, mais d'ailleurs c'était de très belles illustrations qui sont faites avec la fumée, avec le crocodile, je me rappelle, c'était très très beau, mais ça se barre complètement en couille. Et nous avons quelque chose qui est du coup très classique chez Disney, la transformation. Nous avons le morse et le charpentier. Alors ça c'est peut-être un des moments favoris pour moi dans le film, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est un petit court-métrage dans le long-métrage, une pause dans le récit, et ça c'est formidable. Nous avons un récit dans le récit, donc on montre vraiment bien que tout ce qu'on voit là c'est du bidon et ce n'est pas réel, avec un développement des personnages qui ne sont pas les mêmes dans l'histoire d'Alice. Ça c'est super amusant, il y a une logique d'immersion, une mise en abîme. Ce n'est pas vraiment le mythe de l'ogre avec le morse et le charpentier, mais je dirais plus que c'est la pédophilie, carrément, parce qu'il séduit avant tout, alors que l'ogre lui ce qu'il veut c'est juste les manger, il ne les séduit pas. Il y a une confusion et un danger, mais le film entier est sur le danger, la notion de danger, la notion de prudence, la notion de il faut arrêter d'être curieux tout le temps. Et on se demande où ça va nous conduire d'ailleurs tout ce bazar. Et nous avons le chat aussi, complètement absurde, un peu Deus Ex Machina comme ça qui arrive et qui aide des fois Alice avec son petit air taquin, son petit air un peu bêta, mais en fait il ne l'est absolument pas. En même temps c'est le seul personnage qui l'aide vraiment et qui l'écoute, donc voilà, il faut aussi un peu lui faire confiance. Alors en termes d'animation, je dois bien avouer que pour moi il est un petit peu vieilli, mais pas tant que ça. L'animation est bien fluide, le design de chaque personnage met bien l'accent sur les traits de caractère de chacun. C'était peut-être un petit peu trop réaliste, un petit peu trop trivial par rapport au délire des situations, mais ça reste également très expressionniste. Et il faut savoir que le studio ressortait de Cendrillon, qui était dans la veine réaliste. Et là, on leur demande de faire dans le fantasque. Que voulez-vous que ça donne d'autre? C'est très difficile de se démarquer complètement de l'œuvre précédente qui avait en plus été un succès.
Ici, on fait voler les conventions de notre monde en éclats. Et c'est ce que dit Alice. Dans notre monde, il n'y aurait que des divagations. Dans mon monde, les choses ne seraient plus ce qu'elles sont. Et nous avons voilà la cuisine avec la montre, des choses abstraites comme dans Fantasia, avec des chansons qui sont très très bien quand même, faut dire ce qui est, et aussi complètement décomplexées par rapport à la violence. Ce film, avec la reine voilà qu'on lui tranche la tête, et au cours de son périple, Alice se voit ainsi explicitement menacée d'être noyée, brûlée vive ou encore décapitée. Et plus étonnant encore, c'est la séquence du Morse et du Charpentier, voilà, qui met en scène de manière très visuelle et sans retenue aucune la mort d'êtres adorables et innocents. Ce qu'on peut en retirer, du coup, c'est que la curiosité est un très vilain défaut. Il y a eu de nombreuses interprétations, on peut chercher plein de choses dans ce film-là. Mon but n'est pas de dresser une liste, soyez-en sûrs, mais c'est quand même dur, je pense, pour les enfants à comprendre. C'est très sensoriel, pour le coup, Alice au Pays des Merveilles, mais je sais pas si les enfants comprendraient quelque chose. À mon avis, c'est aussi un film qui peut être destiné aux adultes. En fait, il n'apporte pas grand-chose. C'est un truc plus à ressentir qu'à intellectualiser. Mais ce qui est sûr, c'est que nous nous envolons dans un univers complètement dingo et qui nous fait beaucoup de bien. C'est un délire, un voyage onirique, poussé par la curiosité maladive d'une petite fille avec une tentative d'identification et un encouragement à découvrir la vie. Ça, c'est indéniable. Alors, les doublages. En 1951, nous avons eu un premier doublage qui n'était pas complet pour le commerce. Et en 1974, nous avons eu des ressorties en salle. Et à partir de cette date, on a eu plusieurs versions qui vont dès lors se côtoyer dans un étonnant mixage. Par exemple, de la chanson Peignons les roses en rouge. Dans la version de 1951, on inclut la version de 1974. Donc, si vous regardez bien attentivement ce que vous avez en DVD, vous allez avoir des sautes et complètement une autre voix et tout. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été complètement choqué. Quand je l'avais regardé à la télévision, il n'y avait pas ça. J'avais encore l'ancien, le véritable doublage. Et bien là, c'est le bordel et c'est juste insupportable. Concernant la sortie, on a une campagne marketing avec des extraits, des enregistrements de l'actrice qui a prêté sa voix, une pub Coca-Cola. Déjà à l'époque, il y avait une machine marketing qui s'était mise en place. Mais ils n'avaient pas attiré les foules car peu avant la sortie du film, ils avaient comme des cons diffusé aux States l'adaptation franco-britannique avec des marionnettes d'Alice. Donc du coup, il y a eu un procès. Mais cela a amené à une confusion et les gens n'ont rien compris à ce qui se passait et finalement ils se sont pas déplacés pour le dessin animé de Disney. Et ce dessin animé justement avait été désavoué par Walt Disney. La presse a critiqué les libertés prises par rapport à l'œuvre originale, comme d'habitude, mais il y a eu un regain d'intérêt dans les années 70 par une convergence avec la culture psychédélique hippie et les jeunes étudiants, et bien sûr aujourd'hui Alice au Pays des Merveilles, et avec la séquence des éléphants roses à classer dans les bases de la mouvance hippie. Vraiment, voilà, il y a une notion de hippie avec la potion pour voyager davantage, voilà, que Alice boit régulièrement dans le film. Mangez-moi, buvez-moi, c'est un peu ça quoi, le mouvement hippie avec la chenille, très important aussi, grande référence, grande influence, la chenille. Malgré tous ces problèmes, et encore le problème des critiques et tout ça, eh bien, le film gagne avec le temps son statut de classique. Il n'est pas parfait, il y a plein de choses qui manquent, mais il représente une facette de Disney qui est magnifiquement bien illustrée, l'imagination. Je sais pas quelle note lui donner en fait. Je n'ai aucune idée de quelle note je peux lui donner. C'est tellement bizarre. Oh là 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 là, qu'est-ce que je peux lui donner moi comme note? Il est plus fort que ce que j'avais vécu avec les Disney précédents. Je l'avais beaucoup regardé. Il comporte tellement de choses qu'on peut toujours retrouver son compte finalement. Et puis c'est vrai que il y a les canards klaxons. Moi je suis désolé, mais moi ces canards j'en peux plus. Moi je lui mettrais un 17 sur 20. Honnêtement, ils ont jamais fait quelque chose d'aussi fou que ça. Tout simplement. Jamais. Ils n'ont plus jamais fait des choses aussi dingues. On s'évade réellement. C'est une histoire insensée, aux propos surréalistes. Il y a peut-être un manque de chaleur humaine. C'est vrai qu'Alice est souvent toute seule. Et voilà, et elle rencontre des figures étranges auxquelles il est des fois difficile de s'attacher. Mais ça reste vraiment un Disney de très bonne qualité, très osé finalement. Et pour moi, c'est vraiment un très bon Disney. Il a de la gueule, voilà. Et encore aujourd'hui, il est très très bon. J'ai terminé ma critique, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez trouvé complètement fou, si vous avez des pistes de lecture concernant
les possibilités d'analyse de ce film ou des choses que j'aurais pas mentionnées dans la critique. Si vous êtes d'accord avec moi sur les canards klaxons, n'hésitez pas à poster des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo ou à vous abonner pour suivre la suite des critiques de Cinefiles concernant Disney et d'autres films. Je ne ferai pas que les Disney pendant toute cette période. Et quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!